Que les Béninois sortent de leur ignorance. Nicéphore Dieudonné Soglo. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Faisons un tour en arrière et voyons un peu son parcours. Comme le dit les fonds, Soglo Koguado, Wekodo Kansanwa Agbodi, qui a fait talent. C'est les Soglo. Que quelqu'un voit quelque chose qui est bon, qui est acceptable après une visite, et il apprécie, pourquoi l'incriminer? La visite de l'ancien président Nicéphore Soglo à la zone industrielle de Glo, GIZ, et je pense que lui-même il est parti pour constater de visu ce qui se passe. Il y a là, comme ils ont dénoncé la politique politicienne, c'est normal. Vous savez pourquoi? Le gouvernement du président Talon, s'ils font quelque chose de bon, même nous qui sommes là, quand ils font quelque chose de bon, nous les félicitons. Nous le faisons à 0 francs. Mais quand ils font quelque chose de mal, et vous les critiquez, ça les fait mal. Et même vous, nous qui sommes ici, on constate, ça les fait mal et ils ne supportent pas ça. Voilà, c'est ça que moi je dénonce en eux. Non, pour moi, ce que moi je vois, quels sont ces Béninois qui les disent? Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons bien, il y a deux camps. Il y a opposants et mouvance. La mouvance ne peut jamais dire que Soglo a pris l'argent pour aller apprécier Talon. Mais c'est nous autres qui sommes opposants. Soglo n'est pas un enfant. Il est parti, il a vu ce qui est bon et il a apprécié. Donc selon moi, je ne peux pas dire qu'il a pris de l'argent. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, ce que nous produisons au Bénin, ils transforment ça. Ça, c'est une bonne chose. Le développement du pays, c'est une bonne chose. Il y aura de la valeur ajoutée. Seulement que ce que nous on reproche au gouvernement de Soglo, ils n'ont qu'à aussi, au régime du président Talon, ils n'ont qu'à accepter aussi les critiques. Quand vous faites mal, on vous critique, vous êtes choqués. Y compris nous qui sommes ici. On nous cherche par tous les moyens. Quand on fait bien, nous on le fait à 0 francs. Mais pourquoi ça là, vous ne dites rien, on s'en félicite. C'est pourquoi les autres aussi parlent. Il peut dire que c'est tout ce qu'il a vu à GIZ, que c'est du bluff. Étant un homme intelligent qui est sorti du lot, il doit apprécier forcément ce qui est bon. Malgré qu'il est en ce moment un peu fatigué, il a pu, selon les informations qui lui sont parvenues. L'ancien président Soglo, qui approche déjà centenaire, il dit que c'est un sage, un ancien chef d'État. Il dit qu'il n'a pas besoin de l'argent pour agir, c'est vrai. Mais tout le monde a besoin de l'argent. Mais seulement, c'est une façon de parler, selon lui, pour dire que ce n'est pas nécessairement à cause de l'argent qu'il va là-bas. Mais tout le monde, nous tous, que ce soit le président Talon même qui est au pouvoir, il a beaucoup même plus besoin de l'argent que même nous, les simples citoyens. Non, il n'était pas obligé, je l'ai dit, parce qu'il ne doit rien à personne. Il pouvait se taire. Mais s'il est venu donner cet éclaircissement, c'est parce qu'il veut être clair avec nous. Parce que si c'est tu, ils vont dire que c'est parce qu'il a pris l'argent, c'est pourquoi on entend parler qu'il n'a rien dit. Son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo a été trop clément. La plus bonne réponse, c'est de ne pas répondre aux ignares. Ceux qui connaissent le président Soglo le connaissent. Et ceux qui sont en train de vilipender de n'importe quoi sur lui, est-ce qu'ils se sont approchés une fois du président Soglo? Est-ce que le président Soglo, ils ont eu la chance de causer avec lui 1 minute? Moi, je connais personnellement Soglo. C'est un gars sérieux, intelligent, un homme d'honneur. C'est la Gani. Les tambours sacrés ont résonné à la cour impériale de Niki, marquant ainsi le début des festivités devant une foule nombreuse venue assister à l'événement.
Mais avant cela, un initié a reçu l'ordre d'étaler une large peau d'animal à l'emplacement habituel réservé pour accueillir ces tambours. Cet après-midi, à partir de 18h30, nous étions à la cour impériale. Et c'était pour les rituels de sortie des tambours sacrés. Ces tambours, c'est des événements qui arrivent avant qu'on ne les sorte, tels que la Gani. Ceci, c'est pour annoncer réellement à tout le peuple que la Gani aura lieu sérieusement. Tout ce qui se disait sur les antennes un peu partout, on peut dire que c'est des rumeurs. Mais après la sortie des tambours sacrés, tout le monde est convaincu que la Gani aura bel et bien lieu. Donc c'est à partir de ces tambours que la population à l'intérieur de Niki, dans les faubourgs, dans les villages lointains, tous les chefs traditionnels, c'est à partir de là qu'ils sont informés. Niki, capitale du royaume des Batonou et Bo, était en ébullition. De toutes les régions du Bénin, du Nigeria et d'autres horizons, des milliers de personnes ont afflué pour assister à l'édition de V4 de la Gani. Une délégation gouvernementale était présente. Je suis très contente et reconnaissante que le parcours rituel se soit bien passé. C'est un parcours que le Sinaboko, l'empereur, fait. Et on sait que c'est un parcours important dans la tradition de la célébration de la Gani. Ce sont 8 étapes très très cruciales dans toute la manifestation. Et quand le Sinaboko fait ce parcours-là, comme on dit chez nous, Nimudo Danyado, donc en paix et quiétude, nous rendons grâce et nous disons que la célébration de la Gani a été bénie des dieux. Et je pense qu'avec ce qu'on voit, la ferveur, la foule venue de partout dans le Bénin, partout en Afrique, partout dans le monde, on se rend compte que la célébration de la Gani a pris une grande ampleur. Et ceci d'autant plus que nous savons que notre chef de l'État, le président Patrice Talon, veut promouvoir la culture, les cultures dans notre pays. Donc aujourd'hui, la présence, la forte présence de toutes les personnalités, de toutes les populations du Bénin et du Nigeria ici montre que la Gani est devenue un événement majeur. La nature a été clémente avec nous, la pluie a cessé, le roi a pu faire son parcours. Ça s'est bien déroulé, il est rentré, il nous a trouvés ici. Et le défilé a commencé. L'ensemble des rois et des dignitaires de la cour qui ont le droit en fait de passer devant les tambours sacrés, c'est ça que nous sommes en train de vivre là actuellement. Ce n'est pas une occasion qu'on vit tout le temps, c'est une fois par an et quand on a la chance d'être là, il faut rendre grâce à Dieu et remercier donc tous les organisateurs de Sinaboko, au maire, à tous ceux qui ont participé à ce que cela soit ainsi. Donc nous ne pouvons que le remercier. Nos opérations sont très bonnes parce que même si la Cour n'arrive pas à nous contenir, nous pouvons dire au moins que la Gani que nous avions connue, qui nous a bercé quand on était petit, c'est la même Gani. Il y a eu beaucoup d'améliorations. On ne peut qu'encourager donc les organisateurs pour offrir encore mieux un spectacle plus intéressant donc, à tous ceux qui ne connaissent pas la Gani et qui veulent la découvrir. Nous ne pouvons que les remercier et féliciter donc les organisateurs. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, je dissous l'Assemblée nationale. Plus de 5 mois, c'est le temps qu'il aura fallu Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, pour obtenir le droit de rebattre les cartes à l'Assemblée nationale et espérer avoir les mains libres pour la suite de son mandat. 2 ans jour pour jour après les dernières élections législatives, le président a décidé le jeudi 12 septembre 2024, comme la loi l'y autorise, de renvoyer les Sénégalais aux urnes pour tenter d'obtenir une majorité au Parlement le 17 novembre prochain. Avec 23 députés sur 165, le PASTEF, le parti du président, est aujourd'hui minoritaire face à la coalition Benno
Bokk Yakaar acquise à l'ancien président Macky Sall. Ce sera la 17e législature de l'ère démocratique et moderne du pays, censée conférer un nouveau visage au Parlement du pays. La décision de dissoudre le Parlement n'est pas une surprise pour certains Béninois. C'était prévisible parce que ils sont venus au pouvoir avec le soutien du peuple, d'accord, certes, mais ils n'ont pas d'assises au niveau de l'Assemblée nationale. C'est leur opposition qui ont la majorité. La majorité de l'Assemblée est détenue par leurs adversaires. Et toutes lois qui vont amener là-bas seraient caduques parce que les autres vont les bloquer. Et quand il s'agit de blocage, ça veut dire que le gouvernement ne peut plus tourner. Les institutions du pays ne peuvent plus tourner. Donc il est obligé d'aller prendre des décrets. Alors le décret même aussi est limité. C'est-à-dire qu'il n'a pas la main libre pour gouverner le pays à sa guise. Voilà le problème. C'est-à-dire c'est ce qui se passe avec Macron et c'est textuellement, c'est-à-dire faut copie conforme qui se passe avec le président sénégalais, le nouveau président sénégalais. Voilà. Donc il est obligé de dissoudre l'Assemblée. Parce que étant bien que la loi lui donne, dans leur constitution, la loi lui donne, il y a un décret là, il y a un machin là qui lui donne le pouvoir de faire dissoudre et d'organiser une élection législative anticipée. Quand le président se trouve coincé, qui n'a pas la majorité, eux ils n'ont rien, ils n'ont aucun député. Pour tout clore, c'est qu'il faut aller vers la Constitution. C'est ce qui est arrivé à Macron. Macron était coincé. Même les élections anticipées qu'il a organisées, même il n'a même pas la majorité à l'Assemblée. Donc il faut une cohabitation, il faut une négociation. Élu en mars dernier avec 54% des suffrages dès le premier tour de la présidentielle, Diomaye Faye a vu l'ancien Parlement rejeter le débat d'orientation budgétaire et les propositions de dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. C'est la fin de plusieurs semaines de crise entre l'exécutif et les députés de l'opposition majoritaire au Parlement. Jeudi, le président sénégalais a dissous l'Assemblée nationale du pays. Bassirou Diomaye Faye accède ainsi aux souhaits de ses partisans avec cette décision qui n'a pas laissé indifférents les Sénégalais. S'ils décident de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est parce qu'ils y voient leur intérêt. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Le plus important, c'est d'accorder un peu de temps à ce nouveau gouvernement pour qu'il puisse dérouler son programme pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Je pense que c'est une très bonne décision, le fait de dissoudre l'Assemblée nationale. Vu la configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui ne rime pas avec ce qu'on appelle les ambitions ou bien le projet pastefiant. C'est normal et c'est légal. Parce que jusqu'à présent, le président de la République n'a pas transgressé aucune loi. Mais même s'il n'a transgressé aucune loi, l'opposition crie au scandale. Elle dénonce des calculs politiques du pouvoir et soulève quelques interrogations sur l'organisation des législatives le 17 novembre prochain. C'est d'un bluff. Mais je pense qu'ils ont mis une précipitation réelle dans la manière d'agir. Ils veulent qu'on fasse les élections en 60 jours. Qu'allons-nous faire de la loi sur le parrainage? Où est l'avis du Conseil constitutionnel qui doit être rendu public? Parce que c'est à part de cet avis qu'on pourrait comprendre quels sont les superfuges utilisés pour se passer du parrainage. Faute de quoi, ils sont encore, après avoir manipulé les Sénégalais, tout en continuant dans le bluff, ils sont dans une logique de tricherie, de vol pour les prochaines élections. Pour autant, l'opposition espère imposer la cohabitation au nouveau régime qui, lui, veut se donner une majorité au Parlement. Mais pour cet analyste, l'opposition devra d'abord contourner quelques obstacles. On peut assister à plusieurs listes, ce qui va avantager plus le régime. Parce que nous sommes dans un système qu'on appelle de Raougadou, c'est-à-dire celui qui a plus de voix
gagne directement le département. Or, quand vous arrivez pour la première fois au pouvoir, il y a une nouvelle majorité qui s'est dégagée après mars 2024. Si cette nouvelle majorité se confirme, la nouvelle opposition devra trouver une nouvelle stratégie pour s'adapter à la situation. Si tel n'est pas le cas, ils vont tous sombrer. Quoi qu'il en soit, il va falloir désormais pour les deux camps se préparer à une nouvelle bataille électorale pleine d'incertitudes. En République démocratique du Congo, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a condamné à mort 37 personnes vendredi, dont 3 Américains, pour leur implication dans une tentative de coup d'État. Ce verdict fait suite à la tentative de putsch orchestrée en mai dernier par l'opposant relativement peu connu, Christian Malanga. Les prévenus allemands, Kulun Benjamin Ribel, est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, et faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal applique la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Taylor Krista Thompson est aussi condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre. L'attaque visant le palais présidentiel a causé la mort de 6 personnes, dont Christian Malanga, et a entraîné une répression sévère, la plus stricte depuis le rétablissement de la peine de mort plus tôt cette année. C'est que nous sommes quand même déçus par rapport à ce verdict qui est très sévère mais qui n'a pas tenu compte de plusieurs éléments, notamment les circonstances atténuantes. Avec ces condamnations prend fin un procès très médiatisé débuté en juin. 14 personnes ont été acquittées au cours de la procédure. Les accusés, dont un Britannique, un Belge et un Canadien, ont 5 jours pour faire appel. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur le Mayo-Danaï dans l'extrême nord du Cameroun. La ville de Yagoua subit encore les conséquences d'une pluviométrie exceptionnelle. Le bilan est dramatique, une dizaine de morts, des quartiers inondés, 185 écoles primaires et 13 lycées touchés. Les habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Les dégâts causés par la pluie, il y a les ustensiles de cuisine. Puisque la pluie nous a surpris dans une heure tardive. Les marmites se sont envolées, d'autres sont parties. Les poulets, ils ont pris une direction inconnue. Les moutons et chèvres, tout comme ça, d'autres ont disparu comme ça. On me voici dans l'eau. Je suis en train de me défendre comme ça. Puisqu'il n'y a pas moyen d'allumer le feu. Plus de 200 000 personnes sont touchées avec un total de 8 000 maisons détruites. Les sinistrés ont été relogés dans un camp de déplacés hors de la ville. C'est chaque année que l'eau nous menace là-bas. Notre situation ne change pas. Toujours, c'est la même chose. On nous donne les tentes, on reste un peu, et puis le soleil là même prend toutes les tentes. On repart là-bas. On a perdu des chèvres, des moutons. Les maisons sont cassées en désordre là-bas. Donc, s'il vous plaît, les autorités, venez nous en aide seulement. Autre conséquence des pluies, le principal pont reliant Maga à Yagoua et à certains quartiers de la ville a été détruit. La ministre de l'Urbanisme a effectué une visite pour évaluer les dégâts. Oui, nous avons vu le pont qui est totalement détruit. Nous avons pris l'engagement de mobiliser des entreprises dès lundi prochain. D'abord, autour d'une solution temporaire, mais qui permettra de relier Maga au reste du département. Une solution temporaire qui permettra aux populations d'accéder à une mobilité aisée. Le gouvernement a annoncé une aide de 350 millions de francs CFA, une somme jugée insuffisante face aux besoins. En attendant, la pirogue reste le seul moyen de déplacement. L'Ouganda a observé une cérémonie émouvante pour honorer Rebecca Cheptegei, l'athlète olympique tragiquement décédée au Kenya le 5 septembre.
Les funérailles militaires se sont déroulées samedi dans une petite ville proche de la frontière kenyane avec une forte présence d'officiers en raison du rang de sergent de Cheptegei. Rebecca était une athlète très passionnée, très joyeuse, très concentrée. Elle ne manquait pas de gentillesse. Elle croyait au travail d'équipe et s'entraînait avec ses collègues chevronnés, comme Stella Chenzeng, Merciline Chelangat et tant d'autres. Ces funérailles ont surtout été un moment de grande émotion pour la famille. La douleur du père de Rebecca, Joseph Cheptegei, a été palpable alors qu'il exprimait son désespoir face à la violente perte de sa fille, à seulement 33 ans. Rebecca est ma deuxième fille. J'avais énormément d'espoir en elle. Son départ a laissé en moi une profonde tristesse, car je ne sais pas si je trouverai une autre personne comme elle. Je prie Dieu chaque jour pour qu'il m'apporte du soutien. C'est tellement difficile à accepter, mais j'essaie de la laisser partir en paix. Rebecca était une enfant joyeuse et généreuse, toujours prête à m'aider dans les moments difficiles. Rebecca Cheptegei a été enterrée plus tard dans la journée. L'attaque fatale où elle a été enflammée a choqué le monde entier et intensifié les appels pour la protection des athlètes féminines. Le massacre de Shakahola survenu au Kenya continue de bouleverser la communauté de Malindi, même 17 mois après les événements tragiques. Pour Shukran Karissimangui, le fossoyeur, le traumatisme de la découverte de centaines de corps entassés reste omniprésent. Au total, plus de 430 victimes ont été retrouvées. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je ne pourrai pas oublier ces 14 corps d'enfants, les uns sur les autres, dans une seule fosse. Pour faire face aux visions horribles, Shukran a trouvé refuge dans l'alcool. De son côté, Salama Macha raconte avoir échappé au pire. Elle a fui l'église Good News avant le drame. J'ai compris que le pasteur Mackenzie n'était pas un homme bien lorsqu'il a dit que les enfants devaient jeûner et mourir. À ce moment-là, j'ai su que je devais partir car je ne pouvais pas faire ça. J'avais mal au cœur car il m'est impossible de commettre un meurtre. Les survivants décrivent Mackenzie comme un homme autoritaire et manipulateur ayant incité ses fidèles à acheter des terrains à Shakahola pour créer des villages bibliques. Priscilla Riziki a perdu sa fille dans le massacre qui a suivi. En janvier 2023, ma fille est venue ici et elle est restée tout un week-end. Ensuite, elle est retournée là-bas. Elle m'a dit que lorsque le mois de mars arrivera, elle serait de retour et elle ne retournerait plus là-bas. Je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a répondu, je te le dirai à mon retour. Mais malheureusement, elle n'est plus revenue. C'était la dernière fois que l'on s'est vu. Devant cette manipulation au nom de la foi, un cher local exige plus de responsabilité des dirigeants religieux. Le cas de Mackenzie est devant le tribunal. Et ce que nous voyons, c'est un homme qui parle avec beaucoup de zèle et qui pense n'avoir rien fait de mal. J'invite les chefs religieux à faire preuve de remords lorsqu'ils ont commis une erreur, au lieu de s'enorgueillir. Le massacre de Shakahola interroge sur l'autorité des leaders religieux et la régulation des églises par l'État. Les rues de Tunis ont vu se déployer samedi une vague de manifestants exprimant leur mécontentement à l'occasion du début officiel de la saison électorale. Les premiers signes de cette fronde viennent des protestataires eux-mêmes. Samia Abou, ancienne députée tunisienne, questionne sévèrement la gestion actuelle du pays. Peut-on vraiment envisager que Kais Saied continue à diriger ce pays ? Au regard de sa gestion de l'administration, de la justice, de la sécurité,
du contrôle des prix, et des relations extérieures et même de l'immigration irrégulière. Il y a énormément de préoccupations. Ces manifestations ont marqué la fin d'une semaine au cours de laquelle le plus grand parti d'opposition, Ennahda, a dénoncé l'arrestation en masse de ses hauts membres. Une situation illustrant une tendance de répression croissante déplorée par de nombreux Tunisiens. Le président Kais Saied arrête et emprisonne des avocats, des militants politiques, des blogueurs, en plus de transférer arbitrairement des juges. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire non à toutes ces attaques contre les libertés et les droits. Kais Saied se prépare à briguer un second mandat le 6 octobre avec en toile de fond un taux de chômage à 16% et des préoccupations croissantes sur la liberté d'expression. Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche dimanche après une deuxième tentative d'assassinat contre le candidat républicain à la présidentielle. Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres du lieu où Trump jouait au golf à West Palm Beach, en Floride. Le suspect appréhendé avait une AK-47, une caméra GoPro et 2 sacs à dos. Nous avons pu localiser un témoin qui nous a dit « J'ai vu l'individu sortir des buissons en courant, sauter dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation. » Nous avons alors contacté le bureau du shérif du comté de Martin, les avons alertés et ils ont rapidement localisé le véhicule, procédé à son arrestation et détenu l'homme. Selon plusieurs médias, il s'agirait de Ryan Wesley Roof, un homme de 58 ans et démocrate, qui avait dans un récent post sur X tagué Joe Biden et Kamala Harris, les appelant à assister aux funérailles du pompier tué lors de la première tentative d'assassinat de Donald Trump. Nous avons actuellement un suspect potentiel en garde à vue. Il reste encore des étapes à finaliser, mais comme à notre habitude, dès que nous aurons décidé de l'incarcérer et que nous connaîtrons les charges retenues contre lui, nous vous fournirons ces informations ainsi qu'une photo de lui et ses antécédents. De son côté, Donald Trump a réagi. Sur son site de collecte de fonds pour sa campagne, il a appelé ses électeurs à garder le calme, tout en promettant de ne pas céder face à ces tentatives d'intimidation. Il a également félicité les agents du Secret Service pour leur réactivité.